Parfait. Eh bien, merci beaucoup de nous accueillir, de prendre le temps de nous écouter. Euh, Avant de rentrer dans le vif du sujet, un bref instant pour nous présenter. Qui suis-je? Donc, Yannick Drey, je suis analyste et conseiller politique au cabinet d'avocats DLA Piper, qui est, assez ironiquement d'ailleurs pour le sujet d'aujourd'hui, un cabinet d'avocats basé à Londres et aux États-Unis, mais présent dans près de 80 pays et représentant près de 3000 avocats, il me semble. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être rejoint par Monsieur Richard Sternberg, qui dirige le pôle Affaires publiques et relations gouvernementales de DLA Paper au niveau international et qui se fera un plaisir de répondre à vos questions dans un instant. Un petit point d'expérience, ça fait maintenant 4 ans, près de 4 ans, depuis la décision des Britanniques de quitter l'Union européenne, que Richard et moi-même accompagnons diverses entreprises et secteurs professionnels dans leurs adaptations au départ du Royaume-Uni. Et donc, on a notamment le plaisir de soutenir le secteur de la pêche, qui est donc l'un des derniers secteurs où tout est à jouer, dont l'avenir se joue à la table de négociation actuellement. Donc, on a le plaisir d'avoir le pied dans la porte de la salle de négociation, métaphoriquement parlant. Et c'est aussi cette expérience-là qui vient nourrir notre analyse d'aujourd'hui. Donc, sans transition de contenu, de quoi allons-nous vous parler aujourd'hui? Nous aimerions aujourd'hui partager notre analyse de l'évolution du cadre juridique dans lequel évolueront les entreprises wallonnes au 1er janvier 2021 et au-delà. C'est-à-dire que qu'est-ce que le Brexit si fondamentalement c'est un changement de cadre juridique, c'est un changement de base sur laquelle se feront vos relations avec vos partenaires, avec vos partenaires en Grande-Bretagne et avec vos concurrents en Grande-Bretagne pour ceux qui en ont. Euh, qu'est-ce que le départ du Royaume-Uni? C'est la fin donc d'un cadre réglementaire commun, c'est la fin de l'application de l'acquis communautaire européen au Royaume-Uni, mais c'est aussi et fondamentalement la fin du modèle coopératif, de design coopératif de la législation qui a pu prévaloir jusqu'ici. Et donc, que représente le Brexit sinon cette évolution du cadre juridique euh, au 1er janvier? Et s'il y a une chose que nous souhaiterions que vous reteniez de notre présentation aujourd'hui, c'est vraiment ce concept d'évolution du cadre juridique. C'est-à-dire que la question à laquelle ni moi-même, ni j'ose dire personne n'auront de réponse, c'est quel sera le cadre juridique complet dans lequel vous aurez affaire au 1er janvier. C'est-à-dire que le Brexit représente avant tout une évolution dans le temps, une évolution graduelle. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui nous vivons tous selon des mêmes règles ou des règles équivalentes en Wallonie comme en Grande-Bretagne, ce ne sera plus le cas au 1er janvier. Ce ne sera plus le cas. Pourquoi? D'abord parce qu'il y aura une divergence domestique au Royaume-Uni, c'est-à-dire que le Royaume-Uni a traduit l'acquis communautaire dans sa législation domestique, mais lui-même n'est pas encore en mesure de complètement retrouver sa souveraineté législative avant, donc le 1er janvier. Et beaucoup de questions en Grande-Bretagne restent finalement ouvertes. Notamment, la Grande-Bretagne étant un pays de common law, des décisions qui n'ont pas encore été prises dans quels aspects de la jurisprudence de la Cour de justice européenne sera retenu pour servir de base aux décisions des tribunaux britanniques. Autre point qui n'est pas encore résolu et qui n'est pas encore résolu politiquement en Grande-Bretagne, c'est la question des règles de concurrence et la question des règles d'aide d'État qui reste un secret très bien gardé dans les arcanes du pouvoir à Londres, mais qui finalement auront un impact assez fondamental sur votre environnement commercial dès le départ du Royaume-Uni. Donc, finalement, si les négociations en cours débouchent sur un accord, celui-ci ne fera que jeter les bases de votre nouvelle relation avec la Grande-Bretagne. Et c'est une relation que le pouvoir politique à Bruxelles, le pouvoir politique à Londres, mais aussi vous-même devrez construire
Et c'est un changement qui s'inscrira vraiment dans la durée. Et donc, de nouveau, on vous encourage à voir le Brexit comme un point de départ et non comme une finalité, même si pour beaucoup d'entre nous, l'espoir y était qu'on puisse reprendre, mais il n'y aura pas de retour au statut d'avant. La grande question, donc, c'est quelle sera cette divergence et sur quoi se base finalement cette divergence entre deux cadres juridiques. Et là, on dispose déjà d'éléments pour y répondre et donc on dispose in fine aussi d'éléments pour s'y préparer. Les négociations qui sont en cours donnent beaucoup, à nos yeux, beaucoup d'éléments pour donner des pistes de réflexion et vous permettre de vous adapter tant sur le court que le long terme. D'abord, les deux positions, c'est-à-dire que du côté britannique, on travaille la différence, on travaille la divergence, c'est-à-dire qu'on cherche un accord de libre-échange. La partie britannique aime dire comme on peut l'avoir avec le Canada ou comme on peut l'avoir avec le Japon. C'est-à-dire qu'on vise toujours les bénéfices d'une relation commerciale la plus libre possible, c'est-à-dire zéro droit de douane, pas de quota d'importation et un processus aux frontières le plus simple possible, ainsi qu'un accès au marché unique pour certains services, notamment les comptables, les avocats, etc., qui font la force du marché britannique. Mais avant tout, et il est, en termes d'évolution du cadre juridique, il n'y a pas d'élément plus fondamental, c'est que euh, la Grande-Bretagne insiste sur l'importance de sa souveraineté, de son indépendance absolue dans son processus législatif et décisionnel. Ce qui n'est pas le cas de l'Union européenne, qui, elle, cherche toujours un accord qui irait bien au-delà d'un accord commercial et qui rentrerait notamment dans la coopération économique plus poussée sur des standards communs, sur des coopérations dans d'autres domaines, notamment, par exemple, les échanges Erasmus, dont les négociations sur la participation continue de la Grande-Bretagne ont échoué hier soir. Mais avant tout, justement, l'Union européenne cherche cet équilibre, elle cherche cette concurrence loyale sur une même base entre entreprises britanniques et entreprises européennes, in fine, wallonnes. Donc, elle cherche un accord sur un certain nombre de standards communs, de règles communes, notamment sur la politique de la concurrence, les aides d'État, mais aussi les normes et objectifs sociaux et environnementaux. Et c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet, qui sont les points de divergence qui persistent et qui persistent à ce jour dans les négociations et on vous encourage comme une grille de lecture pour le futur, pour les choses à venir. Notamment sur la question du level playing field, le Royaume-Uni a été assez clair, et l'est toujours, et ça bloque les négociations, que le Royaume-Uni ne souscrira pas à des standards communs et à des standards obligatoires, ne s'obligera pas à suivre une base commune avec le Royaume-Uni. Donc, la divergence est fondamentale au projet politique du Brexit et ça se retrouve dans la question que pose le level playing field, ça se retrouve dans la question de la politique de la concurrence et des aides d'État. Le domaine de la pêche, qui, vous allez me dire, est peut-être moins important pour la Wallonie, et qui suis-je pour le nier, mais le domaine de la pêche est symbolique dans le sens où il reflète vraiment cette nouvelle primauté qu'a le politique en Grande-Bretagne sur l'économique. Et que là où en Europe, on conçoit toujours l'économique ou le politique comme donner une base la plus solide possible pour le libre marché et le développement d'une économie florissante, la politique actuelle de la Grande-Bretagne en termes de pêche montre clairement que la Grande-Bretagne part sur un objectif différent, un objectif qui parle notamment de renationalisation dans certains domaines, qui parle notamment de participation obligatoire de capitaux britanniques dans certaines entreprises, et qui donc pour le secteur de la pêche, mais à nos yeux aussi potentiellement pour d'autres secteurs, montre bien qu'il y a une volonté d'atteindre des objectifs politiques par la politique économique
et que donc la Grande-Bretagne est tout à fait prête à s'éloigner de principes fondamentaux de l'économie de marché. Le point qui, à nos yeux, le souligne le mieux et qui donne aussi qui nous, à nos yeux, illustre très très bien la volonté de la Grande-Bretagne de construire un cadre législatif qui est au service d'objectifs politiques immédiats et de moyen terme, c'est la question de la Internal Market Bill, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, un projet de loi britannique qui contient des clauses qui contredisent volontairement et délibérément l'accord de divorce que la Grande-Bretagne a déjà conclu avec l'Union européenne. C'est-à-dire que la Grande-Bretagne place également sa législation domestique délibérément au-dessus de tout accord international qu'elle pourrait conclure. Et ça complique évidemment les négociations dans le sens où ça réduit la confiance que peuvent se faire les négociateurs, mais en termes d'implication immédiate pour le cadre juridique dans lequel vous voulez évoluer, je pense que ça vient également renforcer notre point qui est de dire votre adaptation tant juridique que stratégique aux enjeux du Brexit devra se faire de manière proactive et devra s'inscrire sur le long terme. Maintenant, on ne va pas rentrer dans des questions de boule de cristal, mais la réponse s'approche. C'est-à-dire qu'on se trouve à 17 jours désormais de la fin, qu'il est impossible à ce stade, et je pense que Richard sourit, mais ça fait près de 4 ans que nous suivons les négociations au jour le jour, et je pense qu'il est impossible de donner avec certitude une issue probable de négociation. Et que donc on se retrouve dans cette situation où il est tout à fait possible que nous obtenions un accord commercial avec le Royaume-Uni au 1er janvier, mais qu'il est tout aussi possible qu'au 1er janvier, on se retrouve dans la situation où il n'y a plus de cadre légal, qu'il n'y a plus d'accord avec le Royaume-Uni et que donc on se retrouve confiné, entre guillemets, aux règles de l'OMC. Donc, on se retrouve avec la question à 1 000 euros, à 1 million d'euros, la question à quantifier. Quelles sont les implications de ces deux scénarios? Tout d'abord, scénario entre guillemets positif qui réduit le choc, je pense, pour l'ensemble des acteurs économiques, ce serait celui d'un deal. À ce moment où on arriverait à conclure un cadre, où on arriverait à tomber sur un accord qui permettrait de nous donner un peu de prévisibilité, de visibilité sur nos relations futures avec la Grande-Bretagne. Donc, il n'empêche que ce cadre-là constituera un accord commercial comme, de nouveau, l'Union européenne pourrait en avoir avec le Canada ou avec le Japon. C'est-à-dire que le Royaume-Uni quittera l'union douanière, certes avec un accord, on échappera à des tarifs douaniers, à des droits de douane ou à des quotas d'importation. Il n'en reste néanmoins, et je pense qu'on vous en a beaucoup parlé dans le cadre de ce séminaire, que le passage en douane sera requis et que ce passage en douane aura des conséquences tout à fait tangibles pour les opérateurs économiques. Des conséquences qu'un deal ne sera pas entièrement, disons, adoucir. C'est-à-dire que l'interrogation demeure, et chez nous aussi, sur tant les infrastructures d'importation et d'exportation, mais sur le cadre exact et les procédures qu'auront à suivre les importateurs et les exportateurs qui auraient à échanger des biens et des services avec le Royaume-Uni. Vous avez, il me semble, hier eu l'occasion d'entendre d'un représentant de AmCham, de la Chambre de commerce britannique en Belgique, qui conduit actuellement une étude et qui a aussi soulevé le fait que notamment les opérateurs domestiques en Grande-Bretagne sont toujours dans l'incertitude également à ce sujet. Donc ça, premier point, le Royaume-Uni quitte l'union douanière, avec un deal, et donc nous échappons aux coûts tant financiers qu'administratifs de droits de douane, de tarifs et quotas. Maintenant, le Royaume-Uni quitte toujours le marché européen, et là on revient le marché unique, et donc on revient un peu sur la question
du cadre juridique. Et de nouveau, il convient de dire que les normes européennes et britanniques ne seront plus reconnues mutuellement au 1er janvier 2021. La Grande-Bretagne a décidé unilatéralement de reconnaître les standards européens plus longtemps. Maintenant, de nouveau, au vu de l'incertitude politique, je déconseillerais de s'y fier. C'est-à-dire que donc, notamment les normes divergent, les normes ne seront plus reconnues, l'introduction de double certification sera inévitable, les services britanniques perdront l'accès au marché, au marché intérieur et vice-versa. Donc en particulier les services réglementés, donc notamment les professions d'architectes et d'avocats, je le dis avec un clin d'œil aux collègues, mais ça n'en reste néanmoins une réalité. La fin de la libre circulation des personnes aussi aura des conséquences tangibles et notamment on est sur les services professionnels, on se retrouve notamment dans la situation où on est toujours dans l'incertitude face à la reconnaissance mutuelle des diplômes ou notamment la participation d'étudiants à des programmes tels qu'Erasmus+. Maintenant, je sais que c'est dur à le croire au vu de mon ton particulièrement enthousiaste, ça c'est le scénario positif. Dans le scénario négatif, celui d'un no deal, nous aurions donc droit au retour de tarifs douaniers, nous aurions droit à l'introduction potentielle de quotas d'importation et toujours au passage en douane. De nouveau, il s'agit de le commerce entre l'Union européenne et le Royaume-Uni est l'un des plus grands au monde. On parle d'un volume en termes administratif et de passage à la douane qui est absolument inédit. Et donc, tout cela s'accompagnerait éventuellement de tarifs douaniers et de quotas. Maintenant, pour ceux qui suivent, vous aurez constaté que ma colonne de droite est exactement la même. Et de nouveau, c'est là que nous revenons sur le message de cette présentation et le message sur l'évolution du cadre juridique. C'est-à-dire que nous nous réveillerons au 1er janvier 2021 dans un nouveau monde et dans un nouveau monde auquel il faudra s'adapter et sans loin de là nier l'impact du choc d'un no deal et le coût tant administratif et financier que de nouvelles procédures. En fin de compte, sur le moyen et le long terme, les différences entre la situation d'un deal et d'un no deal ne seront pas minimes, mais elles seront gérables dans le sens que dans tous les cas, il faudra reconstruire une relation avec la Grande-Bretagne. Maintenant, quelles sont les implications pratiques? Elles sont multiples et variées. On s'est permis de vous présenter cette checklist, certainement non exhaustive et assez top line. Clairement, il y a des défis spécifiques au secteur, mais vous verrez que de nouveau, on se retrouve à tous les niveaux avec des restrictions et des changements assez fondamentaux, que ce soit au niveau du flot des marchandises et des chaînes d'approvisionnement. On a déjà parlé du passage à la douane, mais également des services, de la fiscalité. Et là, de nouveau, on en revient fondamentalement au fait qu'il y a des décisions politiques en Grande-Bretagne qui sont à prendre sur cette nouvelle fiscalité. On en revient au niveau de la concurrence. Et de nouveau, on en revient au fait que c'est des décisions politiques qui sont à prendre. Du mouvement de personnes, là, c'est une décision politique qui est prise, qui est de limiter la circulation des non-britanniques sur le territoire britannique, y compris pour des déplacements professionnels. La question également du transfert des données, particulièrement des données à caractère personnel, reste ouverte, étant donné que la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne, elle sera considérée comme un pays tiers, ce qui restreint le flot de données à caractère personnel entre les deux entités. Et pour ce qui est de la protection de la propriété intellectuelle, la Grande-Bretagne a d'ores et déjà annoncé qu'elle n'a aucune intention de transposer en législation britannique
la directive copyright récemment adoptée par l'Union européenne et que donc déjà au niveau de la protection de la propriété intellectuelle, on a des indications fortes que la Grande-Bretagne décidera de prendre un chemin différent de l'Union européenne et d'adopter une politique qui sera au service d'objectifs politiques et idéologiques différents. Maintenant, on peut aussi parler éventuellement des détails, particulièrement au niveau des contrats, de la protection des consommateurs, une législation aussi où le gouvernement britannique a annoncé une volonté de changement. Et bien sûr, on peut parler des fluctuations de la livre sterling qui, fondamentalement, auront un impact sur la rentabilité de votre activité d'une façon ou d'une autre. En conclusion, le Brexit, pour nous, et tant d'un point de vue juridique que politique que stratégique dans le cadre de votre adaptation à un marché qui change, est vraiment à voir comme un point de départ et comme une relation à construire. Les changements fondamentaux et les décisions politiques sont en route en Grande-Bretagne. Il s'agit sans aucun doute du changement le plus profond, changement politique le plus profond en Europe de l'Ouest depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et que donc il est urgent de se mettre en capacité non seulement de s'adapter aux changements immédiats, mais également de voir venir et de rester en mesure de s'adapter aux changements de moyen et de long terme. Et donc, notre conseil à vous, à la communauté des entreprises wallonnes et à vous, entrepreneurs, c'est de vraiment de commencer ou de continuer accessoirement à construire des relations fortes avec les autorités politiques, tant à Londres qu'à Bruxelles et à Namur, pour rester au devant des évolutions législatives à venir. C'est quelque chose qui évidemment peut se faire au niveau individuel de l'entreprise, ça peut se faire au niveau des chambres de commerce, ça peut se faire au niveau de l'Union wallonne des entreprises. Mais pour terminer sur une note positive, on vous encourage vraiment à voir cette relation comme un changement, oui, mais également comme un changement qui peut se construire de manière proactive et de faire vos devoirs aussi sur la base de la liste qu'on espère utile, mais de rester proactif dans la construction de la nouvelle relation. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. Donc moi-même et donc Richard Sternberg qui dirige notre pôle affaires publiques sont à votre disposition pour répondre à vos questions, vos interrogations ou simplement écouter vos commentaires. Merci beaucoup. Merci Yannick. Un grand merci.